Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1, bon réveil, bienvenue. C'est hier, donc dimanche 16h, que l'avion du président Alassane Ouattara s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Marrakech au Maroc. Et dès son arrivée, le chef de l'État s'est dit heureux de participer à la 22e conférence des partis sur le climat, la COP 22, qui s'est ouverte depuis le 7 novembre et qui est prévue pour s'achever le 18 novembre prochain. Nous y reviendrons avec notre envoyé spécial Abiba Dombele Saoué. Ouverte donc depuis le 7 novembre, la COP 22, 22e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques bat son plein. Plusieurs discussions sont menées en vue d'établir un plan d'action de l'accord obtenu à Paris l'année dernière. Et la Côte d'Ivoire est bien présente à ce rendez-vous mondial pour faire porter sa voix dans ce combat planétaire. Plusieurs initiatives sont menées par les autorités ivoiriennes pour réduire les risques des changements climatiques. Revenons sur les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire à cette COP22. Mamadou Kouassi est sur place. Un atelier sur les catastrophes naturelles sur les stands de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 22e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 22. Ce rendez-vous mondial ouvert depuis le lundi 7 novembre dernier bat son plein. Considéré comme la COP de l'action, la Côte d'Ivoire veut y apporter ses solutions pour freiner l'évolution des menaces climatiques. En fait, c'est un véritable programme qui doit permettre donc de produire moins de gaz à effet de serre. Et ce programme aboutit à 28% en moins de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Donc dans ce programme, vous avez tout simplement le secteur de l'agriculture, le secteur des déchets, l'énergie par exemple, qui vont être prises en compte à travers des projets structurants pour faire en sorte que nous ayons de nouvelles manières de produire, de nouvelles manières de consommer qui aboutissent à cette diminution des productions de gaz à effet de serre. Dans ces différentes propositions, la Côte d'Ivoire accorde une place prépondérante à la jeunesse. Créer les opportunités d'expression des jeunes sur le sujet du changement climatique, et sur les métiers nouveaux qu'offre le changement climatique. Et ce sont autant d'opportunités qui nous changent la vie, mais qui surtout nous améliorent la vie avec moins d'impact sur notre environnement. Et la Côte d'Ivoire ne veut pas rester en marge de la mobilisation pour le Fonds vert. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire a pris le devant. La Côte d'Ivoire a déjà envoyé une mission en Corée pour rencontrer l'administration du Fonds vert pour le climat parce que nous voulons être prêts. Au moment où ces financements-là seront mis en place, il faut que la Côte d'Ivoire puisse en bénéficier. Et aujourd'hui, où nous parlons, nous sommes en train de faire la compilation de tous nos projets structurels, secteur par secteur, que ce soit l'énergie, le transport, l'agriculture. Tous les secteurs sont en train de travailler à sortir des projets structurants. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 100 projets dans notre portefeuille et nous pensons que nous en aurons beaucoup plus. Pendant ce séjour marocain, le stand de la Côte d'Ivoire va connaître des différentes animations, des ateliers au colloque en passant par des conférences. Car la Côte d'Ivoire veut être le leader sous-régional dans la lutte contre le réchauffement climatique. La collectivité territoriale de l'espace UEMOA dispose chacune à son niveau des programmes de lutte contre le réchauffement climatique, mais ces collectivités sont toutes à la recherche de financement. Un mécanisme leur a été présenté au cours d'un atelier lors de cette 22e conférence COP 22 qui se tient à Marrakech en vue de permettre à ces collectivités donc de disposer de ressources financières et matérielles adéquates. On reste avec Mamadou Kouassi. Au centre de cette rencontre entre partenaires au développement et élus locaux de l'espace UEMOA, la politique de financement des projets de développement durable des collectivités. Car nombreuses sont ces collectivités africaines qui disposent de projets, mais en panne sèche de financement. Il faut alors solliciter les bailleurs de fonds et les partenaires au développement. Nos besoins sont là, les projets, nous les avons, mais tout est dans l'accès au financement. Et l'UEMOA, à travers le Conseil des collectivités territoriales, a mis en place un mécanisme de financement, une politique qui doit répondre aux besoins des populations. Le principe d'intercommunalité, nous savons que le climat n'a pas de frontières et que les collectivités locales doivent se regrouper dans les zones côtières, dans les zones sahéliennes, dans les zones forestières, dans les zones arides, n'est-ce pas? Aller en intercommunalité pour accéder aux finances. Et ensuite, c'est de disposer de documents de planification et surtout d'amener les collectivités locales à faire des programmations pluriannuelles. Il s'agit alors pour le Fonds mondial pour le développement des villes FMDV
de présenter aux élus locaux les opportunités de financement des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Cette structure et d'autres entités se sont engagées à soutenir les collectivités territoriales de l'espace UEMOA, premier acteur dans la lutte contre le réchauffement climatique, de disposer de moyens matériels et financiers adéquats. Mais ces projets-là aujourd'hui ne sont pas formulés d'une manière à ce que les ressources des partenaires financiers, qu'ils soient institutionnels ou privés, puissent être investis sur les territoires. Or, on observe également que les ressources de ces partenaires existent. Les banques africaines sont en surliquidité, les bailleurs de fonds ont des lignes de crédit qui se comptent en milliards de dollars, mais comment faire à ce que ces ressources financières puissent être fléchées vers les collectivités locales et aimerions que beaucoup plus de villes soient justement plus durables, soient aussi décarbonistes par exemple, soient résilients et qu'ils ont des plans d'adaptation, qu'ils ont des plans de biodiversité qui soient aussi beaucoup plus efficaces, peut-être dans leur utilisation énergétique, dans la consommation énergétique, mais aussi la production. Ces élus locaux se sont engagés à s'organiser pour faire porter leurs différents projets afin de bénéficier de financement, mais aussi de la formation de leurs techniciens. De retour en Côte d'Ivoire où les petites et moyennes entreprises peinent également à trouver des financements auprès des banques. Et pour comprendre la question, l'association des professionnels comptables et financiers de Côte d'Ivoire a organisé à Cocody une conférence sur le sujet, une conférence animée par un responsable de banque nationale. Il ressort donc que le manque d'organisation des PME est le véritable frein à leur accès au crédit. 90% des entreprises créées sont des PME selon les statistiques. C'est ce que nous dit Francis Boifo. En Côte d'Ivoire, plus de 60% des petites et moyennes entreprises PME créées meurent avant d'atteindre 3 ans d'activité selon les statistiques. Les professionnels du secteur s'accordent à dire que le manque de financement en est la principale raison. Les banques nationales, indiquent le conférencier, ont du mal à accompagner les PME pour plusieurs raisons. Ce qui est souvent reproché aux PME, c'est d'abord leur organisation interne. Donc il y a le côté gestion, le côté organisation, parce qu'il y a des entreprises, des PME qui n'ont même pas de siège. De l'avis de ce chef d'entreprise exerçant dans les bâtiments et travaux publics, le problème de financement des PME n'est pas seulement d'ordre organisationnel. Il estime que les banques ne prêtent qu'aux grandes entreprises. Le plus souvent, nous n'avons personne pour nous aider, pour se porter caution. Et donc, malheureusement, les banques ne peuvent pas nous financer. Donc, nous, notre souhait, qu'il y ait des structures, n'est-ce pas, pour nous aider en se portant caution, ou même l'État de Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Les petites et moyennes entreprises PME représentent 90% du tissu économique ivoirien et emploient 23% de la population active. Leur contribution au produit intérieur brut s'élève à 18%. Direction le Royaume Bron, connu donc pour sa célébration de la fête de l'Igname. Cette année encore, les différentes localités n'ont pas dérogé à la règle. Fils et filles du Gontogo ont fait le déplacement pour sacrifier à cette tradition de la fête de l'Igname, un patrimoine culturel vivace qui mérite d'être mieux promu et préservé. Victorine Yaoyobwe. La Bron en partage avec les autres ethnies du groupe Akan la fête de l'Igname. Une fête qui tire sa source depuis la migration du peuple Akan de l'actuel Ghana vers la Côte d'Ivoire au XVIIe et XVIIIe siècle. Selon les aïeux, si les Akans dans leur ensemble ont survécu pendant cet exode, c'est grâce à ce tubercule qui les a préservés de la faim. Aujourd'hui encore, l'igname constitue la nourriture de base du peuple Akan et des Abrons en particulier. Alors chaque année, précisément dans le dernier trimestre, le peuple Bron marque une pause pour exprimer sa reconnaissance à ce généreux tubercule, mais aussi aux ancêtres qui lui ont légué cette richesse. Pour cette édition 2016, la fête de l'Igname a été célébrée dans plusieurs localités du royaume Bron. À Kouafo, Akidom, Nao, Amanvi, Guiméré, les populations dans leur diversité ont répondu présentes à l'appel des anciens. Venez dire merci aux aïeux pour l'année sur le point de s'écouler et leur recommander l'année à venir à l'abri de la famine et de toutes sortes de besoins. Mantoukwa, Asande. Mantoukwa, Asande.
Le ministre guinéen de l'élevage et de la production animale, Mohamed Tal, et l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, Mouzouengui Nzigou, invités à ces réjouissances par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobe Nankwasi Agumani, ont été honorés dans la pure tradition bron. Les mutuelles de ces villages à Bron ont décidé de travailler ensemble à la promotion et à la préservation de ce patrimoine culturel qui fait la fierté du peuple bron et à Caen en général. L'actualité internationale en bref et en images. Hier, dimanche, exactement un an après les attentats de Paris et Saint-Denis en France, François Hollande, accompagné notamment du Premier ministre Manuel Valls, a refait l'intégralité du parcours des commandos terroristes du 13 novembre 2015. Il s'est d'abord rendu à Saint-Denis aux abords du Stade de France en compagnie du maire de la ville. Puis François Hollande a inauguré des plaques commémoratives sur chacun des lieux touchés par les attaques dans la capitale aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Des cérémonies sobres, sans discours. En Colombie, après le rejet de la précédente mouture de l'accord de paix par le référendum du 2 octobre dernier, la guérilla des FARC et le gouvernement colombien ont poursuivi les discussions à La Havane pour aboutir hier dimanche à un nouveau traité pour tenter de sauver la paix. C'est un meilleur accord, c'est ce qu'a déclaré le président. Ici, en Côte d'Ivoire, Laurent Pokou est décédé hier dimanche à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie à Abidjan des suites d'une longue maladie. Laurent Ondry Pokou, de son nom complet, est né le 10 août 1947 à Abidjan. Après avoir évolué sous les couleurs de l'US Franc-Boaké puis la SEC d'Abidjan, Pokou tentera une carrière professionnelle en France où, malheureusement, les blessures à répétition vont le contraindre à revenir en Côte d'Ivoire. Laurent Pokou est vu par ses pairs et les observateurs du football comme l'un des meilleurs footballeurs ivoiriens de tous les temps. L'actualité en bref, cette fois, les douaniers réunionnais ont effectué une saisie record d'héroïne vendredi 11 novembre dans le petit port de Sainte-Rose. 42 kg d'héroïne et 6 kg de cannabis. La drogue a été découverte sur un hors-bord immatriculé à l'île Maurice. Une demi-douzaine de suspects ont été arrêtés, dont 3 Mauriciens. La valeur de cette saisie est du jamais vu à la Réunion comme à l'île Maurice. La drogue est un fléau récurrent à tel point qu'une commission d'enquête a été créée. Et puis, pour terminer, direction les États-Unis. Le président élu a donné sa première interview sur la chaîne CBS hier dimanche, tout en essayant d'apaiser les craintes suscitées par son élection. Donald Trump est resté ferme sur l'essentiel des sujets évoqués lors de sa campagne, notamment l'immigration, mais aussi l'avortement et la question des armes. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mariam Touré est installée pour vous.